Alors bonjour, donc aujourd'hui on continue donc le cours d'algèbre 2. L'autre fois donc on a vu quelques propriétés donc des morphismes entre les groupes et on a vu la définition du groupe produit. Donc à partir du groupe donné, G1 menu de la loi point, G2 menu de la loi étoile. Donc on peut sur l'ensemble G1 croix G2 définir une loi delta à partir de la loi point et de la loi étoile. Et on arrive à construire un nouveau groupe qu'on appelle le groupe produit. Donc pour la suite du cours aujourd'hui, donc on va faire ce qu'on appelle le groupe symétrique Sn. Donc on va le définir et voir ses propriétés. Le groupe symétrique Sn, donc sa notion est très utile et on va voir les applications en mathématiques, en chimie, en physique et plein d'autres domaines. Donc qu'est-ce que c'est que le groupe symétrique? Donc pour le définir, on va d'abord définir ce qu'on appelle les permutations d'un ensemble fini. Donc dans ce paragraphe, E donc, désigne un ensemble fini de cardinal n appartenant à n étoiles. Donc un ensemble qui contient un élément, deux éléments, en général n éléments. Donc on appelle permutation de E toute bijection de E dans E. Donc c'est très simple. Une permutation, c'est une bijection donc, de l'ensemble E dans l'ensemble E. Et on va noter par S de E l'ensemble de toutes les bijections de E dans E, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les permutations de E. Donc tout simplement, on a donc E, c'est un ensemble fini qui contient donc un nombre n éléments, donc on va les appeler x1, x2, et on va jusqu'à l'élément xn, avec évidemment les xi qui sont différents 2 à 2. Donc chaque xi, il est différent de chaque xj pour i différent de j. Dans cette écriture-là, x1 est différent de x2, x1 est différent de x3, x2 est différent de x3, et ainsi de suite. Lorsque i est différent de j, xi est différent de xj. Donc n, c'est un entier naturel qui appartient donc à n étoiles, c'est-à-dire que E n'est pas vide, il contient au moins un élément, et on appelle donc S de E, l'ensemble des permutations de E, c'est l'ensemble des F qui sont définies, donc des applications qui sont définies donc de E dans E, avec la condition telle que F est une application bijective. Est une application bijective. Donc S de E est l'ensemble de toutes les applications bijectives. Donc quelques exemples. Si on prend E, un ensemble qui contient un seul élément, donc on a E, il contient donc un seul élément qu'on appelle x1 ou qu'on appelle A, et on va dans l'ensemble E, qui contient toujours un seul élément A. Donc le nombre des bijections qu'on peut former de E dans E, il y a une seule bijection. Il y a une seule bijection, c'est la bijection définie par F avec, dans ce cas-là, F de A égale A. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'application identité. L'identité de E. L'identité de E, à chaque élément, il associe lui-même. Donc dans ce cas-là, on a
l'ensemble donc des permutations d'un ensemble qui contient un seul élément A, il contient une seule permutation, c'est ce qu'on appelle l'identité de E. Si on prend ensuite un ensemble qui contient deux éléments, si on prend E qui contient deux éléments, E, et contient les éléments, un premier élément qu'on appelle A, un deuxième élément qu'on appelle B. Donc là on a E, là l'élément A, et là l'élément B. Donc là on peut construire une première bijection de E dans E. Donc à A on va associer A, à B on va associer B. Donc une bijection, c'est une application donc, qui est injective et surjective. Injective, ça veut dire que deux éléments différents ont des images différentes. Et surjective, ça veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée, il a un antécédent ici, dans l'ensemble de départ. Donc on a cette bijection-là. On peut construire une autre bijection. Au lieu d'associer à A l'élément A, on va associer à A l'élément B. Si à A on associe B, à B on ne peut pas associer B, puisque l'application doit être injective. Donc la seule possibilité c'est que à B on va associer A. Donc on a une deuxième application bijective, c'est F2. Donc soit on associe à A, on associe A, donc il nous reste B, on doit lui associer B pour que ce soit bijectif, soit à A on associe B, et donc à B on ne peut associer que A. Donc les deux possibilités qu'on a, ce sont les deux bijections F1, F2. Donc d'où l'ensemble des permutations sur un ensemble qui contient deux éléments, il y a deux bijections. Il y a F1 et il y a F2. L'application F1, on l'appelle l'identité de E. On l'appelle l'identité de E parce que F1 de X, c'est toujours égal à X, quel que soit X appartenant à E. Cette application-là, on appelle l'identité, il est toujours définie d'un ensemble dans lui-même et il est bijective. Donc d'après ce qu'on vient de voir, donc si on prend un ensemble à un seul élément, donc on a une seule bijection. Si on prend un ensemble à deux éléments, donc on a deux bijections. On a la bijection qu'on appelle l'identité. Et on a la bijection qui échange A et B. F de A, c'est B, F de B, c'est A. On a donc deux bijections. On peut s'amuser donc à prendre E contenant donc trois éléments et chercher toutes les bijections définies de E dans E. Donc on a une petite proposition donc, qui nous dit que l'ensemble donc, des permutations de E munies de la composition des bijections qui sont définies de E dans E est un groupe. Et en plus, il est d'ordre n factoriel, c'est-à-dire le cardinal, le nombre des éléments qui sont dans S de E, il va y avoir n factoriel. Donc l'ordre d'un groupe est le nombre des éléments de ce groupe. Donc pour un ensemble quelconque, on parle de cardinal. Pour un groupe, on utilise le mot ordre. L'ordre, c'est le cardinal donc de S de E, le nombre des éléments qu'il y a dans S de E. Mais pour un ensemble quelconque, on parle de cardinal. Pour un groupe, on utilise le mot ordre. Lorsqu'on dit l'ordre d'un groupe, c'est le cardinal de ce groupe. Donc d'abord, pour voir l'explication de cette proposition-là, donc soit
donc deux éléments F et G appartenant à S de E. On va montrer que la loi rond est une loi de composition interne sur S de E. Et après, on va voir ces propriétés-là. Donc, on a F, il est défini de E dans E. On a G, il est aussi défini de E dans E. Et donc, de E dans E, on peut définir l'application G rond F, la composée de G rond F. Donc, G rond F, première chose, donc G rond F est une application de E dans E. En plus, cette application-là, elle est injective et elle est surjective. Donc en plus, donc si on écrit pour x, y appartenant à E, si on a G rond F de x qui est égal à G rond F de y, ça implique que G de F de x, par définition de la composée de deux applications, est égal à G de F de y, ce qui implique que F de x est égal à F de y, car G injective, car l'application G est injective. Donc normalement ce résultat il est connu, la composée de deux bijections est une bijection, mais là je vous fais un petit rappel, car G injective. Ensuite, ça implique que x égale à y, car l'application F elle est injective. Donc deux éléments qui ont les mêmes images, forcément ils sont égaux. C'est la définition d'une application injective. Donc, par suite, l'application G rond F, par suite, l'application G rond F est une application injective. C'est une application injective. Donc il reste à vérifier qu'elle est aussi surjective. Donc pourquoi elle est surjective? Donc soit Z appartenant à E, alors il existe un Y appartenant à E tel que donc soit Z appartenant à E, alors il existe Y appartenant à E tel que Z égale à G de Y. Ceci car G est une application surjective. C'est une application surjective. Donc on a la situation suivante, on a E, là on a E, là on a E. Là on a pris donc Z appartient à E, G est une application surjective de E dans E, donc pour ce Z, donc il existe un élément ici, Y, tel que G de Y égale Z.
puisque G elle est surjective. De la même façon, donc de même, puisque Y il appartient à E, on a Y appartient à E, alors il existe un X appartient à E tel que le Y c'est égal à F de X. Donc le Y, on peut lui trouver un antécédent ici, X, qui appartient à E. Et tel que F, l'application F, donc on va avoir donc F de X, c'est égal à Y. Donc par suite, ou bien d'où, Z appartient à E, il existe donc X appartient à E, tel que si on fait G rond F de X, ça va donner G de F de X qui est égal à G de Y, puisque F de X est égal à Y, et G de Y c'est égal à Z. Donc Z appartient à E, il existe X appartenant à E, tel que G rond F de X égale Z. Ce qui signifie que l'application G rond F est une application surjective. Par suite, G rond F est surjective. Et par suite, donc G rond F est un élément de S de E. Donc la composée de deux éléments de S de E. Ainsi, on a la chose suivante. Ainsi, on a G, F sont des éléments de S de E. On vient de trouver que G rond F appartient à S de E. Parce que on vient de montrer que G rond F est injective et surjective. C'est-à-dire G rond F, on vient de montrer qu'elle est bijective, est une bijection. Donc la composée de deux bijections de E dans E est une bijection de E dans E. C'est-à-dire la composée de deux éléments de S de E est un élément de S de E. Et donc, la loi rond, la composée entre les applications, est une loi de composition interne, est une loi de composition interne dans S de E. Interne dans S de E. Quelles sont les propriétés de cette loi-là? Donc, en plus, on a les choses suivantes. Première chose, quel que soit F, G, H, des éléments de S de E, c'est-à-dire des bijections de E dans E. On sait que la composée des applications est une loi associative. Donc, quel que soit F, G, H, H appartenant à S de E, si on fait F rond G, rond H, appliqué à n'importe quel élément de E, à n'importe quel X, ça par définition, c'est F rond G de H de X, qui est égal à, par définition de la composée, c'est F de G de H de X,
et c'est égal à f. Donc G de h de x, on peut l'écrire, c'est G rang h, entre parenthèses, le tout appliqué à x. Et par définition de la composite, ça c'est f rond l'application G rang h, le tout appliqué à x. Donc quel que soit f, g, h appartenant à S de E, et quel que soit x appartenant à E, on voit que appliquer cette application-là à x, ça donne le même résultat que d'appliquer cette application-là à x, pour x quelconque, dans E. C'est-à-dire que ces deux applications, ils sont égales. Donc, d'où f rang g rang h, c'est la même chose que l'application f rang, entre parenthèses, g rang h. Donc, on a ça, et c'est-à-dire, et la loi, donc rang, est une loi associative, est une loi de composition interne dans S de E qui est associative. Deuxième chose, quel que soit f appartenant S de E, si on fait f rend l'identité, l'application identité de E, appliquée à x, pour quel que soit x appartenant à E, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par définition, c'est f appliqué à l'identité de E appliquée à x. C'est f, l'identité de x, l'image de x par l'application identité, c'est toujours égal à x. L'image de n'importe quel élément par l'identité, ça reste cet élément-là. L'identité de A, c'est A, l'identité de Y, c'est Y, et ainsi de suite. Et donc, on trouve que quel que soit f appartenant à S de E, quel que soit x appartenant à E, cette application-là appliquée à x, ça donne la même chose que l'application f appliquée à x. Donc, ce qui implique que l'application f rend l'identité, c'est la même chose que l'application f. Ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et ils ont le même effet sur les x qui appartiennent à eux. Donc ça veut dire que ce sont deux applications égales. Donc c'est vrai, parce qu'on compose par l'identité à droite, c'est vrai aussi, donc de même, si on fait maintenant l'identité de E, rang f, appliqué à un x quelconque de E, ça c'est l'identité de E appliquée à l'élément f de x. L'identité appliquée à n'importe quel élément, ça reste cet élément-là. Donc on retrouve, on a trouvé donc que f rend l'identité de x, f de x, c'est-à-dire que cette application-là, f rend l'identité, c'est la même chose que f. Là aussi, on trouve que l'identité rang f appliquée à x, ça donne la même chose que f de x. Donc ce qui implique que l'identité, l'application identité de E rang f, c'est la même chose que l'application f. Ce qui donne, donc par suite, l'application identité qu'on a noté par l'identité de E et l'élément neutre, de la loi rang. L'élément neutre dans S de E. Donc l'identité de E, c'est bien une application qui est bijective de E dans E, il est dans S de E. Si on compose par l'identité à gauche ou à droite, on trouve toujours l'application F, ce qui signifie que l'identité est l'élément neutre, puisqu'on a l'identité rang F, c'est la même chose que F rang l'identité, et c'est toujours égal à F. Ceci, quelle que soit l'application F appartenant S de E. Donc, on a donc un élément neutre, on a l'associativité,
il nous reste l'existence des symétriques. Il nous reste l'existence des symétriques. Donc, troisième chose, pour arriver aux propriétés d'un groupe, troisième chose, donc quel que soit f appartenant à S de E, donc f est une bijection, de E dans E. Est une bijection de E dans E. Donc on a E dans E. Donc on a la bijection F. On sait que lorsqu'on a une bijection de E dans E, donc on peut définir l'application réciproque qui va de E dans E et qu'on note par F moins 1. Donc F moins 1 et l'application réciproque de F. L'application réciproque de F. Donc il est défini par la chose suivante. Donc pour x, y appartenant à E, écrire que y égale à f de x signifie, c'est équivalent à dire que x c'est l'image réciproque par f de y. Y égale f de x signifie que x est f moins 1 de y. Donc cette application f moins 1 est définie de cette façon-là. Si on a f de 1, par exemple, égale 2, ça veut dire que f moins 1 de 2 égale 1. Donc cette application-là, f moins 1, il est aussi bijective, donc f moins 1 est bijective. L'application réciproque d'une bijection est une bijection, est bijective, et donc f moins 1 appartient à S de E. Appartient à S de E. Et quel que soit y appartenant à E, si on fait f rond f moins 1 de y, c'est égal f de f moins 1 de y. Donc avec x, si on note par x l'image réciproque par f de y, ça veut dire que f de x n'est autre que y. Donc f de f moins 1 de y, c'est égal f moins 1 de y, donc on l'a noté par x, donc là on obtient f de x, mais f de x n'est autre que y. Donc quel que soit y appartenant à E, f en f moins 1 de y, on retrouve ici y. Y, ce n'est autre que l'identité de y. Donc on a quel que soit y appartenant à E, f en f moins 1 d'un élément, c'est la même chose que l'identité de cet élément-là. D'où l'application f en f moins 1 a le même effet que l'application identité. Ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée qui est E, donc ils sont égaux. De même, si on fait, donc pour quel que soit x appartenant à E, si on fait f moins 1 rend f de x, qui est par définition de la composée de deux applications, c'est f moins 1 de f de x, qui est égal. Si on pose f de x qui est égal à y, par définition de f moins 1, ça veut dire que le x, ce n'est autre que le f moins 1
de y. Donc f-1, f de x, on l'a appelé y. f-1 de y, c'est x. Et x, c'est la même chose que l'identité de e appliquée à x. Donc on vient de montrer que f-1 égale l'identité. Et de la même façon, on vient de montrer donc, que f-1 rond f appliqué à n'importe quel x de e, c'est la même chose que l'identité appliquée à x. C'est-à-dire, donc tout, f-1 rond f, c'est aussi égal à l'application identité, qui est l'élément neutre de la composition entre les bijections. Ainsi, on vient de montrer que, quel que soit f, un élément de S de E, c'est-à-dire une bijection, il existe une application f', un élément f', tel que f' en f égale f en f' égale l'identité. C'est-à-dire il existe f-1, le symétrique f-1, qui appartient à S de E, est tel que f rond f-1, c'est la même chose que f-1 rond f, et c'est égal à l'élément neutre de la loi rond, c'est-à-dire l'identité. Donc finalement, donc l'ensemble S de E, l'ensemble des bijections définies de E dans E, muni de la composée entre les bijections, est bien un groupe. Donc est un groupe. Et donc on peut utiliser tout ce qu'on connaît sur le groupe à ce groupe-là. Il reste à voir son cardinal. Donc son cardinal, donc pour E, donc on a pris E, un ensemble à n éléments. Donc il contient x1, x2, jusqu'à xn. Donc le cardinal de E, c'est-à-dire le nombre des éléments de E, c'est n. Si le nombre des éléments de E, c'est n, à quoi est égal le nombre des éléments de S de E? C'est-à-dire si n contient n éléments, S de E, il va contenir combien de bijections de E dans E? Donc on a le schéma suivant. Donc on va donner, si vous voulez, une explication. Mais pour faire une démonstration rigoureuse, donc il faut essayer d'utiliser la récurrence. Donc on a l'ensemble E et on a l'ensemble E. Donc là on a l'élément x1, x1, x2, x3 et on continue. xn, là on a x2 jusqu'à xn. Donc pour construire une bijection qui va de E dans E, donc il faut donner à chaque élément de E une image unique. Donc si on commence par x1, on commence par x1. Donc f de x1 appartient à E. Donc on a n choix. On a n choix pour f de x1. Une fois on a choisi f de x1, il reste n-1 choix, c'est-à-dire il reste
n-1 possibilités pour l'élément, donc pour choisir f de x2. Si on continue comme ça, donc il reste ensuite, il va rester n-2 choix pour f de x3. Lorsqu'on va arriver à x indice n, on n'aura qu'un seul choix. Donc il va rester un seul choix. Donc je répète, donc pour l'élément x1, donc on a n éléments dans E. Donc on a n choix. Soit on pose f de x1 c'est x1, soit f de x1 c'est x2, soit f de x1 c'est x3, soit f de x1 c'est xn. Donc on a n choix. Une fois on a choisi f de x1, il nous reste n-1 choix pour x2, c'est-à-dire pour déterminer f de x2. Ensuite, une fois on a choisi f de x2, il nous reste n-2 choix pour déterminer f de x3. Et le dernier, xn, une fois on a choisi les images de tous les éléments, là il nous reste un seul choix. Donc il nous reste un seul choix. Donc le nombre des choix qu'on a pour déterminer donc les bijections, le nombre des choix donc va être n qui multiplie n-1 qui multiplie n-2 et on va jusqu'à 1, c'est-à-dire n factoriel. Là je répète, là pour x1, lorsqu'on a choisi f de x1, et puisque f doit être injective, f de x2 ne doit pas être égal à f de x1. Et f de x3 ne doit pas être égal ni à f de x1 ni à f de x2. C'est pourquoi donc le nombre des choix il va décroître. Il va décroître, donc on a n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 2 jusqu'à fois 1, c'est-à-dire n factoriel. Donc, d'où le cardinal de S de E, c'est-à-dire le nombre des éléments qu'il va y avoir dans S de E, c'est n factoriel. Donc, par exemple, pour E qui contient un seul élément, on a vu que on a donc le cardinal de E dans ce cas-là égale 1. Donc on a le cardinal de S de E, on a vu que c'est égal à 1 et c'est la même chose que 1 factoriel. Donc pour E qui contient deux éléments A et B, on a vu que le cardinal, donc là ça veut dire que le cardinal de E égale 2, et on a vu que le cardinal de S de E, on a trouvé deux applications bijectives. Donc on a trouvé 2, et 2 c'est la même chose que 2 factoriel, c'est-à-dire c'est 1 fois 2, c'est 1 fois 2. Donc pour E contenant trois éléments, alpha, bêta, gamma, le cardinal de E, dans ce cas-là, c'est 3. Le cardinal de S de E va être égal à 3 factoriel. 3 factoriel. Donc c'est 1 fois 2 fois 3. Donc on va avoir 6 bijections. On va avoir 6 bijections. Et on peut s'amuser à les donner toutes. Donc, ensuite, donc, on passe à la définition suivante. Donc, au lieu de prendre E avec des éléments quelconques, on va prendre E qui contient les entiers 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc, qui contient des éléments qu'on va appeler 1, 2, 3 jusqu'à n.
Donc si E contient deux éléments A et B, au lieu d'écrire E égale à A, B, on va écrire E égale à 1, 2. Ensuite, pour E égale à 1, 2, pour E contenant trois éléments alpha, bêta, gamma, on va prendre E égale à 1, 2, 3. Au lieu de compliquer les notations, on va prendre E de cette forme-là, qui contient les entiers 1, 2, 3 jusqu'à N. Donc ce choix-là va nous permettre donc de vérifier certaines propriétés de S de E, et ça va être un choix utile parce que entre 1, 2, 3, N, donc on pourra faire des opérations telles que la somme, la différence et tout ça. Donc vous allez voir la suite, pourquoi ce choix-là. Donc normalement E, on peut le choisir égal à x1, x2 jusqu'à un certain xn, avec les xi, les éléments quelconques. Mais là, on va choisir les éléments de E sous cette forme-là, des entiers, donc de 1 jusqu'à n. Donc il est clair que le cardinal E dans ce cas-là, c'est égal à n. E, il contient n éléments. Donc, et le groupe S de E, muni de la loi rond, donc on va l'appeler le groupe symétrique d'ordre n. On va l'appeler le groupe symétrique d'ordre n. Et on va le noter S indice n. Donc chaque fois qu'on voit ce symbole-là, S indice n, ça veut dire que là on travaille avec Sn qui est égal à l'ensemble donc des permutations sur un ensemble qui contient 1, 2 jusqu'à n éléments. Et ces éléments-là sont 1, 2, 3 jusqu'à n. Un élément sigma appartenant à Sn, on va le noter de cette façon-là. On va écrire sigma égale, entre parenthèses, et on va écrire ici, sur la première ligne, les entiers 1, 2, 3 jusqu'à n. Sur la deuxième ligne, on va écrire leur image. Donc là, ça fait sigma de 1, l'image de 2 par sigma, l'image de 3 par sigma, et on va continuer jusqu'à sigma n. Donc c'est une notation qu'on va adopter. Ensuite, pour la composition de deux permutations sigma 1 et sigma 2, au lieu d'écrire sigma 1 rond sigma 2, donc pour deux éléments sigma 1 appartenant à S de E, pour sigma 2 et sigma 1, deux éléments de S de E, on a donc vu que la composition est une loi de composition interne. Donc sigma 1 en sigma 2, on va l'écrire tout simplement sigma 1 point sigma 2, ou tout simplement sigma 1 sigma 2, l'un à côté de l'autre. Chaque fois qu'on va voir cette écriture-là, c'est-à-dire la loi ici, c'est la loi rond. C'est la loi rond. Donc on va adopter ces notations-là. Et on va définir ce qu'on appelle le support d'une permutation sigma appartenant à Sn, qu'on va noter comme ça, sup de sigma. C'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas invariants. Donc un élément, donc I, qui appartient à E. E, dans ce cas-là, on a dit qu'on va le choisir contenant 1, 2 jusqu'à n, les entiers de 1 jusqu'à n. Donc I est invariant par sigma. Si on prend sigma, une permutation qui appartient à S de E. Donc I est invariant par sigma. Si on a la chose suivante, par sigma, c'est équivalent à dire que si on calcule l'image de I par sigma, on retrouve I. C'est la définition d'un élément invariant. Donc le support de sigma, c'est égal à l'ensemble des éléments qui ne sont pas invariants. C'est-à-dire c'est l'ensemble des J qui appartiennent à E, J entre 1 et n, tel que sigma de J est différent de J.
Donc G ne doit pas être invariant, c'est-à-dire que l'image de J doit être différente de G. Donc c'est la définition du support de sigma. Donc, on va voir quelques exemples. Si on prend S1, donc à quoi est égal S1? Pour n égale à 1. Donc pour n égale à 1, pour n égale à 1, dans ce cas-là, donc S1, donc E, il contient un seul élément, c'est l'élément 1. On a déjà vu que S1, le groupe symétrique, il contient une seule bijection, c'est l'identité. Donc dans ce cas-là, S1, il contient l'identité. Et son cardinal, c'est-à-dire son ordre, donc, est égal à 1. C'est-à-dire c'est 1 factoriel égal à 1. Pour n égale à 2, on a le groupe symétrique d'ordre. Donc le groupe symétrique S2, on a déjà vu qu'il contient deux applications. Il contient une application, l'application identité, il contient une autre application sigma. Avec l'identité, si on utilise la notation précédente, donc là on a deux éléments, on va travailler avec 1 et 2. L'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 2. Et l'application sigma, l'autre bijection, sur un ensemble qui contient deux éléments, 1 et 2. On a déjà ici l'image de 1 c'est 1, là on va changer l'image de 1, on va mettre ici 2. Et l'image de 2 c'est exactement 1. Donc on a ces deux bijections-là, l'identité et sigma. Et le cardinal, l'ordre de S2, c'est 2 factoriel, c'est égal à 2. Donc pour l'exemple donc de n égale à 2, donc S2, si on donne le support de l'identité, est-ce qu'il y a ici des éléments qui ne sont pas invariants? Est-ce qu'il y a un élément tel que sigma de i est différent de i? Non, pour l'identité. Donc le support, c'est égal le vide, car quel que soit j appartenant à E égale 1, 2, donc on a l'identité de j égale j. Tous les éléments sont invariants. Donc pas d'éléments non invariants. Donc pas d'éléments non invariants. Tous les éléments sont invariants. Donc, je répète, le support d'une permutation, c'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas invariants. Mais là, on n'a pas d'éléments non invariants. Donc, c'est-à-dire le support de l'identité, c'est le vide. Le support de l'application sigma, c'est la deuxième application-là. Sigma. Le support de sigma, c'est égal. Donc on va prendre 1. On a sigma de 1 égale 2. Donc 1 n'est pas invariant. Donc on va le mettre ici. Ensuite on passe à 2. Sigma de 2 égale à 1. Donc sigma de 2 est différent de 2. Donc 2 n'est pas invariant. Donc on va le mettre ici. Donc on retrouve ici le support de sigma. Car sigma de 1 égale à 2, c'est différent de 1. Et sigma de 2, c'est égal à 1, c'est différent de 2. Donc 1 et 2 ne sont pas invariants. Donc on va les mettre dans le support de sigma. Ensuite, parmi donc les permutations d'un ensemble à n éléments, il y a des permutations qui sont intéressantes. Et on va les appeler, il y a des permutations qu'on va appeler des cycles, il y a des permutations qu'on va appeler des transpositions.
et vont être très utiles dans la suite du cours. Donc une première définition, donc on appelle cycle toute permutation sigma appartenant Sn, tel que le support de sigma, il contient des éléments qui sont de la forme I1, I2, IM, qui contient M éléments avec M strictement supérieur à 1. Donc le support de sigma doit contenir au moins 2 éléments. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, c'est que si on fait sigma de I1, c'est l'élément I2. Sigma de I2, c'est l'élément E3, jusqu'à sigma de I indice M-1, c'est IM. Et sigma de IM, on fait le tour et on revient à I1. Donc toute permutation dans le support s'écrit sous cette forme-là, avec cette condition-là, on va l'appeler un cycle. Et on va dire que M, c'est la longueur du cycle sigma. Par convention, l'identité, on va la considérer comme un cycle de longueur 0. Puisque quel que soit x, l'identité de x égale à x, donc on va considérer que l'identité est un cycle de longueur 0. Même si le support de l'identité, c'est le vide. Donc, mais on va considérer l'identité comme un cycle, et on va dire que c'est un cycle d'ordre 0. Donc un premier exemple, dans S5, c'est-à-dire on va prendre n égale 5, on va travailler sur l'ensemble E qui contient les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, dans S5, on va utiliser la notation suivante. Donc C1, ça veut dire quoi? Cette écriture-là, C1. Donc ça veut dire que l'image de 2, c'est 3. L'image de 3, c'est 4. L'image de 4, c'est 2. Donc C1, ça signifie que C1 de 2, c'est égal à 3. C1 de 3, ça va donner 4. C1 de 4, on fait le tour, on revient à 2. Et pour les éléments qui sont différents de 2, 3 et 4, donc C1 de J égale à J. Si J est différent de 2, différent de 3, différent de 4. Donc cette écriture-là, ça signifie ce que je viens d'écrire ici. Donc dans la suite, on va utiliser cette notation-là pour un cycle. Si on veut écrire C1 en utilisant la notation précédente, c'est-à-dire sur la première ligne, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5. Là, on travaille avec n égale 5. Dans ce cas-là, l'image de 1, il n'apparaît pas ici. Donc l'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 3. L'image de 3, c'est 4. L'image de 4, on fait le retour, ça fait 2. Et l'image de 5, ça reste 5. Donc pour un cycle, on a deux écritures. On a cette écriture-là. Donc c'est 1, on a cette écriture-là. Et on a la deuxième écriture qu'on vient de voir ici. Si on prend 2, donc l'image de 2 c'est 3. L'image de 3 c'est 4. L'image de 4 c'est 2. Donc on écrit comme ça. On écrit uniquement les éléments qui ne sont pas invariants. Les autres, on les écrit pas. Donc c'est 1. Donc pour un cycle, donc on a deux écritures qu'il faut retenir. Donc c'est un cycle de longueur 3. Donc C1 est un cycle de longueur 3. Donc I1
On peut écrire I1C, c'est 2. I2, c'est l'élément 3. Et 3, c'est l'élément 4. Donc on a le support de C1. Il contient donc les éléments I1, I2 et l'élément I3. Et on a bien sigma de I1 qui est égal à I2, sigma de I2 égal à I3, et sigma de I3, on revient à I1. Donc dans ce cas-là, M égale 3. C'est la longueur du cycle. Ensuite, on a un autre exemple. Donc SC2 est un cycle d'ordre 4, ou bien de longueur 4. Donc 2, 1, 5. Donc C2, c'est le cycle de 1. Donc de 1, 5, 4. C'est-à-dire, si on veut utiliser la notation précédente, là, sur la première ligne, puisqu'on travaille avec n égale à 5, on écrit 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 5. Si on travaille avec n égale à 6, il faut aller jusqu'à 6, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, le cycle C2, C2, 1, 5, 4, ça veut dire quoi? Donc, si on veut l'image de 1, là, on va nous mettre ici. L'image de 1, c'est le suivant, c'est 5. Donc l'image de 1, ça va être ici. On va poser 5. L'image de 2, l'image de 2, c'est 1. Donc l'image de 2, c'est 1. Donc là, on va écrire ici 1. L'image de 3, ici, il n'y a pas de 3. Donc l'image de 3, c'est 3. 3, il est invariant par le cycle C2. L'image de 4, l'image de 4, on fait le tour. On doit revenir ici, à 2. Donc l'image de 4, ça va donner 2. L'image de 5, l'image de 5, ça fait 4. L'image de 5, ça fait 4. On met ici 4. Donc là, l'image de 1, c'est 5. L'image de 5, c'est 4. L'image de 4, c'est 2. L'image de 4, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 1. L'image de 2, c'est 1. Donc on a deux écritures pour le cycle C2. On peut aussi écrire C2 égale, si au lieu de commencer par 2, on commence par 1. Si on commence par 1, l'image de 1, ça doit être 5. L'image de 5, ça doit être 4. L'image de 4, ça doit être 2. Et l'image de 2, ça va être 1. Donc on peut aussi écrire, au lieu de commencer par 2, on commence par 1, on peut commencer par 5. L'image de 5, c'est 4. L'image de 4, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 1. Donc, ce sont des écritures différentes du cycle C2. À partir de cette écriture-là, on peut donc écrire C2 de cette forme-là, celle-là ou celle-là, ou au lieu de commencer par 2, 1, 5, on peut commencer même par 4. C'est aussi égal, si on commence par 4, 4, l'image de 4 c'est 2, l'image de 2 c'est 1, l'image de 1 c'est 5, et l'image de 5 ça fait 4, on fait le tout. Donc là on a différentes façons pour l'écriture de C2 à partir de cette écriture-là. Donc le cycle C2, il est de longueur 4, il est d'ordre 4, donc C2 est de longueur 4. Ensuite, on a une autre définition, c'est la définition d'une transposition. Donc, une transposition, c'est toute permutation sigma qui échange deux éléments de 1 jusqu'à n, en laissant les autres éléments invariants.
C'est-à-dire le support de sigma, il contient exactement deux éléments I et J, avec I différent de J. Donc, une transposition, on la note par IJ, ou bien on la note taux indice IJ. C'est tout simplement une permutation de la forme. Là, vous avez 1, 2, vous avez les éléments jusqu'à I. Ensuite, on passe par J et on va jusqu'à N. Donc là, ce sont les éléments de 1 jusqu'à N. Là, tous les éléments sont invariants, sauf l'image de I, c'est J, l'image de J, c'est I. Donc, une permutation, il échange uniquement deux éléments. C'est en fait un cycle de longueur 2. Si vous voulez, c'est un cycle de longueur 2. Une transposition, c'est un cycle de longueur 2. Donc les transpositions, on va voir qu'ils jouent un rôle très intéressant pour le calcul entre les permutations. Donc on a les remarques suivantes. Donc taux IJ au carré, c'est égal par définition à taux IJ rond taux IJ. Là, si on revient à la notation dans les groupes, x au carré, c'est x étoile x, la loi ici c'est rond, donc taux IJ au carré, c'est taux IJ rond taux IJ. Et taux IJ rond taux IJ, c'est la même chose que taux IJ point taux IJ. On a déjà vu cette notation-là. Taux IJ point taux IJ, c'est l'identité. Donc pourquoi taux IJ c'est l'identité? Donc pour la raison suivante, donc quel que soit K différent de I et J, K il appartient à l'ensemble de 1, 2 jusqu'à N. Si on prend un élément qui est entre 1, 2 jusqu'à N, ça c'est E, ensemble E. Si on fait taux IJ rond taux IJ appliqué à K, ça va faire la chose suivante, ça fait taux IJ par définition de la composée appliqué à taux IJ de K, c'est égal taux IJ. On a taux IJ, le support de taux IJ, il contient I, uniquement I et J, c'est-à-dire tous les éléments qui sont différents de I et J sont invariants. Donc taux IJ de K, ça reste K. Ça reste K. Et donc taux IJ de K, ça reste aussi K. Car K n'appartient pas au support de l'application de la bijection taux IJ. Donc, on applique cette application-là à K, ça donne K. Pour K différent de I et de J. Ensuite, pour K égale I, si K est égal à I, si on fait taux IJ rond taux IJ, le tout appliqué à I, ça va donner quoi? Ça va donner taux IJ appliqué à taux IJ appliqué à I. Ça fait l'application, la bijection taux IJ, la permutation taux IJ appliquée à taux IJ de I. C'est égal à J. Parce que taux IJ, il échange I et J. C'est-à-dire taux IJ de I, c'est J. Taux IJ de J, c'est I. Ensuite, taux IJ de J, je viens de dire que ça va être égal à I. Donc là, on regarde le début et la fin. Cette application-là appliquée à I, c'est la même chose que l'identité. Là, en fait, c'est l'identité. C'est l'identité, indice E de I. La même chose ici, ça, c'est en fait l'identité de K.
pour k égale j, si on fait to i j, rond to i j, le tout appliqué à j, c'est égal to i j, appliqué à to i j, appliqué à j. C'est égal to i j, to i j appliqué à j, si i, puisque to i j échange i, j. Les autres, ils ne les touchent pas. C'est égal to i j de i, c'est égal à j. Et j, c'est la même chose que l'application identité appliquée à j. Ça, c'est la même chose que l'identité appliquée à j. Donc, dans tous les cas, on vient de voir la chose suivante. Donc, quel que soit k entre 1 et n, on vient de montrer que to i j rond to i j appliqué à k, ça donne toujours k. Soit k égale à i ou bien j, soit k est différent de i et de j. Donc en regardant ça, c'est-à-dire ça c'est toujours l'identité de E appliquée à K. Donc, on en déduit, à partir de ces égalités-là, on en déduit que l'application to i j rend to i j, cette application-là, c'est la même chose que l'application identité. Ils ont le même effet, ils ont le même ensemble de départ, c'est E, le même ensemble d'arrivée, et ils ont le même effet sur les éléments de E. Quel que soit K appartenant à E, F de K égale à G de K. Ça veut dire que ces deux applications, ils sont les mêmes. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que on peut écrire d'abord ça sous la forme suivante. To ij au carré, c'est égal à l'élément neutre, l'identité de E. Cette écriture-là, ce qui est entre parenthèses, si on est dans un groupe G, donc ça veut dire que cet élément-là, il vérifie x carré égale 1. E, c'est l'élément neutre, qui est l'identité dans notre cas, et le carré ici, c'est la composée, la loi composée. Donc c'est quelque chose de la forme x au carré égale 1, dans un groupe donné. Ça, c'est une première chose. Et on peut aussi dire la chose suivante, par suite, quel est le symétrique de to ij, c'est-à-dire l'application réciproque, c'est-à-dire le symétrique. Si on a dans un groupe donné x étoile x égale E, ça veut dire que x étoile x égale E, mais E est égal à x étoile x moins 1. Donc si on simplifie par x, il reste x égale à x moins 1. Donc ça veut dire que le symétrique de to ij, c'est to ij lui-même. Ça c'est vrai dans un groupe quelconque. Si vous avez x étoile x égale E, mais on a toujours x étoile x moins 1 est égal à 1. Donc si on simplifie par x, il reste x égale x moins 1. Dans un groupe, si on a un x tel que x étoile x égale 1, ça veut dire que le symétrique de x est x lui-même. Donc le symétrique d'une transposition, si vous voulez, le symétrique d'une transposition est elle-même.